Comme chaque année, le classement des 50 personnalités préférées des Français produit par l'Institut de sondage IFOP et le JDD, ou Journal du Dimanche, a rendu son verdict il y a quelques semaines. Oui, alors très grosse surprise dans ce classement, je n'y suis toujours pas. Une faute. Il y a 100, hein. Considéré littéralement par certains médias comme un rendez-vous incontournable du tournant d'année, il a encore une fois sacré Jean-Jacques Goldman. Faut-il s'en étonner ? Eh bien un peu, oui, car après les Jeux Olympiques de Paris, on pouvait tout à fait s'attendre à ce que le top 50 soit conduit par une personnalité qui a marqué les Jeux, du nageur Léo Marchand au judoka Teddy Riner, en passant par Thomas Joly, qui a scénarisé et organisé les extraordinaires cérémonies. Il figure tout de même dans le top 50. Mais le procès dans lequel était engagée Gisèle Pellicot a été aussi l'un des faits médiatiques majeurs de cette année, et elle ne fait pas partie du top 50 du JDD. Alors qu'un autre top ne s'y est pas trompé, celui des 30 personnalités qui ont marqué les Français en 2024. Il faut dire que Jean-Jacques Goldman a été très engagé cette année sur tous les fronts des enjeux dramatiques qui caractérisent cette partie du XXIe siècle. On l'a ainsi entendu s'exprimer à de multiples reprises sur le réchauffement climatique, les difficultés économiques des Français, les chaotiques élections nationales, la guerre au Moyen-Orient, les Jeux Olympiques, etc., etc. Non, je déconne, hein. Plus sérieusement, l'objet de ce classement n'est pas de déterminer quel Français a eu l'influence la plus positive sur le monde, ou au moins sur la France. Non. Imaginez que l'IFOP demande aux Français de choisir entre ces deux personnalités quelle est leur préférée. Jusqu'à quel point ce classement pose-t-il problème ? Est-il un non-sens ? Est-il entaché d'arbitraire ? Ah oui, et si je vous dis que Jean-Jacques Goldman, le numéro 1 de ce top, a demandé à plusieurs reprises d'être retiré d'un classement qu'il juge totalement absurde ? Êtes-vous étonné ? Plus sérieusement, se tenir loin de la vie publique, c'est un droit. Ce classement ne me ressemble pas. Par exemple, pourquoi Jean-Marc Jancovici n'y figure-t-il jamais alors qu'il participe réellement à faire bouger les consciences sur certaines questions climatiques fondamentales pour l'avenir de la France et même du monde ? J'ai enquêté, et aujourd'hui je sais qu'il ne se trouve pas dans ce classement parce qu'il n'a tout simplement pas été proposé au vote. Il ne risquait donc pas de s'y retrouver. Mais alors, qui choisit les personnalités à départager ? Vous allez voir que, étrangement, ce ne sont pas, entre guillemets, les Français. Ce qui pose la question de la représentativité de ce top 50 du JDD. Comment se fait-il aussi que sportifs et artistes occupaient 28 des 30 premières places en 2024 ? Quelles sont les coulisses de l'organisation de ce classement si connu des médias ? Quels sont les problèmes qu'il pose ? À quelle influence peut-être néfaste contribue-t-il ? S'il ne vise pas à déterminer vraiment quelle est la personnalité préférée des Français, a-t-il une fonction cachée ? Voici ci-après les conclusions de mon enquête. Nous allons parler de représentativité des sondages, de biais de sélection, d'influence politique, de manipulation marketing par l'émotion et l'intuition, et même d'arbitraire et d'évolution sociétale. On en profitera évidemment pour faire un petit clin d'œil à l'abbé Pierre. Commençons tout de suite par une mise en garde. Attention, la personnalité préférée des Français n'est pas la personne préférée des Français, ni celle qui aurait la plus belle personnalité, hein. Il faut éviter de faire un mauvais procès à l'organisateur de ce classement. Ici, une personnalité n'est pas non plus une personne avec un gros caractère, c'est quelqu'un doté d'une certaine renommée, une personnalité publique, dont la renommée dépend directement de la place que les médias lui ont accordée. Combien de milliers de personnes extraordinaires sont inconnues de ce top 50 ? Il n'est pas inutile de rappeler que le top 50 du JDD est au mieux celui des personnalités médiatiques préférées des Français. Le classement du JDD vise donc à construire un top des personnes qui ont une certaine notoriété dans les médias. Et on sait qu'un chanteur aura, par définition, plus de notoriété que tous les travailleurs humanitaires réunis. Parce qu'il a une actualité médiatique, parce qu'il nous fait ressentir directement quelque chose, c'est comme ça. Mais qui sont les Français dont parle le JDD ? Vous, moi, tout le monde ? Non, bien sûr, car les Français est ce qu'on appelle une expression valise qui ne veut pas toujours dire grand-chose. Par exemple, quand vous entendez au soir du 30 juin 2024 un politique expliquer que les Français ont décidé de placer le Rassemblement national devant l'Union de la gauche et devant le parti présidentiel ensemble, c'est évidemment faux. Les Français votent pour des candidats locaux, pas pour des partis. Les uns ont voté pour placer le RN en tête, d'autres ont voté pour qu'il ne le soit pas. Aucun Français n'a voté en décidant du classement final des partis. Les Françaises et les Français ont clairement dit ce soir qu'ils ne voulaient pas voir l'extrême droite au pouvoir. Mélenchon, Premier ministre, et la France insoumise qui dirigerait notre pays. Je ne crois pas que ce soit ce que les Français ont dit clairement ce soir. Ce qu'ils ont dit clairement, c'est qu'ils ne voulaient pas donner de majorité absolue au Rassemblement national, ce qui est, je crois, en effet, un grand soulagement. Et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête
et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Et c'est vrai que les Françaises et les Français ont plus largement choisi des députés venant du nouveau Front populaire, de la gauche et en particulier du Parti socialiste. Ce résultat est déjà un immense succès et je veux en remercier les Françaises et les Français à la fois pour leur mobilisation et à la fois pour leur vote. La deuxième chose, c'est que les Français, pris de court par cette dissolution arrivée au pire moment, ont montré quand même, qu'ils désavouaient Emmanuel Macron, c'était le moins, et puis deuxièmement, qu'ils voulaient un peu de calme. Bravo, tous les scénarios donnaient une majorité absolue au Rassemblement national. Les Français ont dit non. Ils ont dit non. Nous n'en voulons pas. Il est donc faux de parler du choix des Français, mais ceux qui termineront bien classés pourront toujours utiliser cette expression valise pour légitimer et donc servir leurs propos. Bien qu'on parle là de quelque chose qui ressemble à un divertissement, pourquoi en irait-il différemment du JDD ? Comment les Français s'expriment-ils donc pour déterminer le classement du top 50 des personnalités préférées des Français, justement ? Eh bien déjà, il n'y a pas un seul, mais au moins 3 votes, ou choix même, dans la procédure. C'est une première surprise. Il est vrai que le vote qui va déterminer le classement final sur lequel les médias vont communiquer est organisé par un institut de sondage des plus sérieux, l'IFOP. Techniquement, cet organisme sait déterminer le bon échantillon de 1000 Français qui, statistiquement, seront représentatifs de toute la population du pays, âgée de 15 ans et plus à un instant T. C'est pourquoi le JDD s'appuie sur cette autorité pour convaincre de la crédibilité de son classement. Les personnes interrogées se voient proposer 100 noms de personnalités, parmi lesquels 45 ou 50 proviennent du classement de l'année précédente, moins les personnes décédées entre-temps. Il fallait le rappeler aussi, ce top 50 est donc le classement des personnalités préférées médiatiques et vivantes, éventuellement des Français. Mais c'est seulement le dernier vote, car il est précédé par un autre, auquel sont conviés quelques semaines plus tôt les lecteurs et les followers du JDD. Et on imagine bien qu'ils n'ont pas le même prisme de valeur que les lecteurs de Charlie Hebdo ou du Monde ou que sais-je. Des politiques préférées des Français, Bardella 1, Marine 2, Philippe de Villiers 3, Nono Retailleau 4. C'est un classement du JDD. Question représentativité des Français, vous voyez qu'on est déjà mal. Il y a même eu parfois des tentatives de fraude. Nous avons évidemment repéré qu'il y avait des appels à la fraude massive, mais on a fait un tri dans les adresses IP. On a enlevé les éventuels abus de certaines personnes qui auraient créé des faux comptes mail pour voter pour les uns pour les autres. Ce n'est pas le cas seulement pour Éric Zemmour. Et encore en amont, les noms proposés à ce deuxième vote ne sont pas déterminés objectivement et toujours pas par les Français. Les 50 personnalités qui ont figuré dans le top 50 de l'année précédente sont directement reconduites dans l'enquête et on ajoute ensuite 50 autres personnes qui sont définies à la fois par la rédaction du JDD et par celle de l'IFOP qui est l'institut de sondage qui collabore avec le journal depuis plus de 35 ans maintenant. Après avoir demandé à ces différents services de proposer des noms, c'est la rédaction du JDD qui décide au doigt mouillé, selon le propre directeur adjoint de la rédaction, le choix des noms à proposer. L'Institut IFOP a aussi son mot à dire, en général en déconseillant certains noms. Voilà qui pose de nombreux problèmes. Le sondage final aura beau être méthodologiquement parfait, il ne peut pas être représentatif des Français. Il dira au mieux comment les Français classent les personnalités préférées, médiatiques et vivantes, du JDD, de ses lecteurs et de ses followers, ce qui ne semble pas présenter beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, il semble que, contrairement à la tradition, le deuxième vote ait été supprimé cette année. C'est la rédaction du JDD qui a décidé directement des 100 personnalités soumises au vote final. Certains n'hésiteront pas à voir là une dérive autoritaire à l'image du changement de direction du JDD depuis 2023. En effet, les journalistes de la rédaction s'étaient mis en grève pour protester contre la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du journal, car il dirigeait auparavant Valeurs Actuelles, magazine qui avait défendu la candidature d'Éric Zemmour aux dernières présidentielles. Il s'est passé un peu la même chose du côté du magazine Science et Vie d'ailleurs. À cause de ces multiples biais de sélection, on comprendra donc que ce top 50 du JDD, qu'il le veuille ou pas, peut difficilement être autre chose qu'un vecteur des valeurs promues habituellement par le journal. Ou, si vous préférez, un outil d'influence politique à grande échelle qui se pare des couleurs du divertissement, voire d'une certaine morale. Je ne sais pas quelle est exactement son influence sur la population, mais elle participe à ce jeu médiatique, elle ajoute sa pierre à l'édifice si on veut. Mais ce classement s'auto-valide un peu année après année, puisqu'on a dit que les 45 premiers de l'année précédente sont automatiquement reconduits.
même s'ils n'ont rien dit ou rien fait de l'année. Alors, si la solution pour être élu, c'est de rien foutre, je peux être un candidat redoutable. On a donc clairement reproché à ce classement un certain conservatisme. Les valeurs associées au classement sont en effet presque assurées de perdurer, avec, qui plus est, un petit goût de c'était mieux avant. Ce qui fait que Catherine Deneuve est une star, c'est qu'elle parle jamais, c'est qu'on la voit jamais, c'est que du coup on peut fantasmer son existence sans rien savoir de ce qu'elle cache. Pareil pour Brigitte Bardot dans La Madrague, etc. Bon. Et encore faut-il pouvoir entrer dans ce classement. Or, rien n'empêche le JDD de reconduire aussi les personnalités qui n'avaient pas été retenues l'année précédente. Et puis, disposant évidemment d'un droit de veto en tant qu'organisateur, on s'est plus ou moins étonné que certaines personnalités très populaires ne figurent jamais dans le top 50 du JDD. Ce sont des femmes, nous sommes d'accord. Eh bien, je me dis, toutes les féministes autour de nous qui prétendent défendre les femmes, Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, enfin, je les cherche dans ce classement et elles n'y sont pas. Sachant qu'il peut aussi imposer des noms au vote final sans passer par le premier vote. C'est un peu le fait du roi, si vous voulez. Mais vous voyez à quel point tout cela est quand même discutable pour un classement qui se présente comme, je cite, un véritable baromètre reflétant les préférences et aspirations de la société tout entière. Moi, ça me fait un peu mal de lire ce genre de choses. Le JDD a-t-il aussi peu de recul sur son produit ou joue-t-il avec nous? Abordons maintenant une toute autre dimension de ce classement, celle de l'émotion. Concrètement, comment l'abbé Pierre a-t-il pu figurer si souvent en tête, maintenant qu'on connaît certaines horreurs qu'il a commises? Et ce, pendant des dizaines d'années. Alors, loin de moi l'idée d'accuser le JDD de quoi que ce soit, à moins qu'il ait été au courant, évidemment. Non, j'aimerais plutôt poser la question des représentations mentales, si on veut, que les Français ont des personnalités publiques qui se trouvent dans le classement. Comment peut-on se réjouir de trouver des personnalités qui ont commis des erreurs, voire des horreurs? L'abbé Pierre est arrivé si souvent en tête de ce classement, ou dans les premiers, que cela doit permettre de rappeler certaines bases. Peu de personnes savaient, pour des méfaits sexuels qui se sont étendus pourtant sur des dizaines d'années. D'une certaine manière, les dénonciations récentes qui vont pousser la Fondation Abbé Pierre à changer de nom quand même, auraient pu tuer ce classement en montrant l'une des principales limites. On ne savait pas tout, et on ne savait pas qu'on ne savait pas. Il faut donc bien avoir conscience du fait que ce classement ne récompense pas ce que sont les personnes qui s'y trouvent, mais d'abord l'image qu'elles véhiculent. C'est évident, mais les personnes qui les choisissent au JDD et celles qui votent ensuite sont contraintes de faire leur choix sur la base d'un personnage médiatique qui incarne une histoire, qu'elle soit personnelle ou collective, une narration dont les médias et leurs clients raffolent. C'est pourquoi le sémiologue Roland Barthes pouvait définir l'abbé Pierre comme un archétype de la sainteté, alors que ces méfaits existaient déjà depuis longtemps, et réfutaient de fait cette comparaison. La vérité est qu'il ne parlait pas de l'abbé Pierre, mais de son personnage public, celui dont le storytelling associé était effectivement si inspirant. Quel est le point commun entre le commandant Cousteau, l'abbé Pierre et Yannick Noah? Mais il n'y a pas que dans les médias qu'on se raconte toujours une histoire. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas bien différent. Nous incarnons tous un personnage pour l'extérieur, que ce soit le public ou l'entourage proche, personnage qui incarne tel ou tel rôle par exemple dans la famille. La grande difficulté pour tout un chacun est alors d'assumer les conséquences de tel ou tel statut que, parfois, on n'a d'ailleurs même pas choisi. Vous pouvez très bien décevoir votre entourage en ne correspondant pas à l'image qu'ils ont de vous, quand bien même cette image soit éloignée de ce que vous êtes vraiment. Imaginez ce qu'il en est quand des centaines de milliers ou des millions de personnes vous suivent. Il ne faut donc jamais réduire les personnes aux catégories dans lesquelles on les range, ce qu'on appelle de l'essentialisme, car cela peut avoir des conséquences concrètes et bien nocives dans la vie réelle. Pour vous en convaincre, si vous en doutez, je vous renvoie à des sujets comme, évidemment, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'astrologisme ordinaire, et tout ce qui touche de près ou de loin à la notion de stéréotype. Le cerveau fonctionne spontanément avec des catégories. J'en profite pour rappeler un des principes sceptiques fondamentaux. Si les gens nous rangent dans des boîtes, des catégories souvent trop rigides, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à notre intériorité, et réciproquement, quelle que soit la qualité de notre ou de leur intuition. Vous réjouissiez-vous régulièrement pour Jean-Jacques Goldman ? Pensiez-vous que, comme sur la photo, il est souriant à chaque fois qu'il termine premier de ce classement? Pourtant, il a demandé à en être retiré. Désolé pour peut-être le super pouvoir que vous attribuiez à votre empathie ou à votre intuition, mais il faut vraiment remettre certaines choses en question, parce que manifestement, vous n'avez pas bien perçu ce qui venait de Jean-Jacques Goldman, agacé ou furieux qu'il a l'air d'être à propos de ce classement. D'ailleurs, il y a là un gros problème éthique dans le sens où le JDD instrumentalise clairement, puisque contre son gré et sans nous en informer vraiment, l'image positive de Jean-Jacques Goldman auprès des Français. Oui, le JDD est au courant de ces protestations.
Et il espérait bien que vous seriez heureux ou heureuse de le trouver en tête du classement. À mon avis, les photos souriantes qui illustrent ces contenus sont la cause première de ces ressentis. Des réactions empathiques, mais surtout automatiques. Personnellement, il y a des années que je ne supporte plus de voir des gens souriants dans les publicités, parce que je sais que c'est toujours une sorte de tentative de manipulation. Vous êtes-vous aussi réjoui pour l'abbé Pierre et tous ceux qui, comme vous, l'aimaient, parce qu'ils ne savaient pas tout? Eh bien, c'est peut-être parce que votre joie intérieure venait de la célébration de l'image idéale que vous aviez de lui à travers les valeurs associées au personnage imaginaire, pas réel et dans toute sa complexité qu'il incarnait. Le classement des 50 personnalités préférées des Français est basé sur la logique de l'émotion. Les gens en fait auxquels on s'attache, c'est ceux qui sont générateurs d'émotions. Et cette année, le football n'a pas été un générateur d'émotions, en tout cas pas suffisamment par rapport à d'autres aspects culturels que peuvent être bien sûr la musique, que peuvent être le cinéma et les Jeux Olympiques, parce que là, c'est le verdict de ce classement. D'une certaine manière, la personnalité préférée des Français est quelqu'un qui apporte du plaisir, de l'espoir, de la bonne humeur, etc. Le biais de sélection vers les valeurs portées par la société du spectacle est donc évident. Les acteurs, les chanteurs, les humoristes seraient avantagés, même si le JDD proposait plus largement des noms de personnalités importantes pour la vie de la société française. Et justement, voilà une belle transition vers la dimension suivante du marketing et des émotions sur lesquelles on surfe manifestement ici. Inventé à l'origine par le JDD pour proposer un contenu original à son lectorat, donc créer de l'actualité quelque part, les résultats de ce concours parurent pour la première fois le 28 février 1988. Très intéressant d'un point de vue marketing, il génère automatiquement la possibilité de toute une série de futurs articles, tweets et autres posts pour lesquels les sujets sont déjà tout trouvés. Un gain énorme de temps, donc d'argent. Telle ou telle personnalité fait déjà l'actu et se retrouve célébrée par les Français dans le classement? Parlons-en. Au contraire, telle personnalité n'a pas fait l'actualité depuis longtemps. Qu'est-elle devenue? Et puis, quel effet cela fait-il d'être premier, 12e, d'entrer dans le top 50, de gagner 10 places, d'en perdre 20? Pas de footballeur dans le top 10 des personnalités préférées des Français. Est-ce que le foot devient has-been? Et loin de moi l'idée de reprocher aux personnes concernées d'être flattées ou fières de figurer dans ce classement. De plus, une partie des nouveaux lecteurs qui viendront régulièrement lire ces contenus vont en quelque sorte se fidéliser au JDD, sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'il leur deviendra familier. C'est une logique marketing. Les horoscopes de presse ont la même fonction. C'est pourquoi ils continuent d'exister alors qu'ils constituent de véritables fake news au quotidien, auxquels les médias qui les diffusent eux-mêmes ne croient pas. Avec le temps, ils participent eux aussi à la fidélisation du lectorat, sans être vraiment une tribune pour l'astrologie. Au contraire même, ça la ridiculise. Encore mieux, puisque d'autres médias vont relayer et commenter ces résultats. Ce sont les concurrents du JDD qui viennent lui faire de la pub. Pour favoriser cela, les personnalités proposées doivent donc faire le buzz. Il faut bien les choisir. Ou alors qu'elles aient une actualité médiatique régulière, comme par exemple les artistes, humoristes, sportifs, animateurs télé, etc. Et puis, encore comme dans les horoscopes de presse, soyez toujours positifs et surjouez ou créez de toutes pièces la joie de ceux qui se retrouvent dans votre classement. Les lecteurs imprudents pourront y trouver leur compte. Mais voici une autre astuce marketing de ce classement. L'IFOP ne se contente pas de dévoiler les 50 personnalités préférées des Français, il propose aussi des sous-classements. Par exemple, le top du Rassemblement national. Alors attention, ce n'est pas le top des personnalités du RN que les Français préfèrent, mais à l'inverse, celui des personnalités préférées, des personnes qui déclarent voter ou sympathiser avec le Rassemblement national. Et vous avez la même chose pour les autres courants politiques. Autre choix de l'IFOP, le classement des 15-24 ans n'est pas celui des toutes jeunes personnalités préférées des Français, mais le classement des personnalités préférées choisies par les jeunes de 15-24 ans qui participaient au sondage. Je pense que ça va vous intéresser parce que c'est une cible, je pense, qui vous est chère. Les jeunes de 15 à 24 ans, il y a 4 sportifs dans le top 10. Teddy Riner, Kylian Mbappé qui est 4e, donc ça veut dire quand même que l'image du buteur du Real Madrid est quand même intacte sur les cibles jeunes. Zinedine Zidane qui fait partie encore du top 10, ça dit quand même quelque chose, chez les 15-24 ans, il est 7e, et Antoine Griezmann qui est 10e. Donc vous voyez, pour les jeunes, à part Riner, c'est quand même le foot. Il y a encore ici une fonction marketing, idem pour le top des seniors. Voilà clé en main de quoi tenter les presses spécialisées de faire la pub malgré elles du contenu du JDD, notamment si elles appartiennent au même groupe de presse. D'un point de vue marketing, l'idée de créer de toutes pièces un top 50 était donc excellente, mais encore faut-il que ce classement dise bien ce qu'il est. Il n'est pas un classement représentatif des Français, il est plus ou moins malgré lui le vecteur à grande échelle de valeurs politiques et morales, il peut mettre en avant des personnalités qui contestent sa pertinence, instrumentalisant donc littéralement leur notoriété. C'est mal.
Pour terminer, mettons un peu en perspective tout cela, et voyons le côté arbitraire de ce classement des personnalités préférées des Français en le comparant à deux autres concours devenus emblématiques dans leurs domaines respectifs, le Ballon d'Or France Football et Miss France. Le JDD a créé ce classement privé en 1988, France Football a créé le Ballon d'Or en 1956, et Maurice de Walef a créé le concours de la plus belle femme de France, renommé plus tard Miss France, en 1920. De même que la rédaction du JDD choisit les 100 personnalités et laisse les votants décider de l'ordre du classement, si vous avez été attentif, la société Miss France choisit les 15 demi-finalistes de ce concours et laisse finalement les votants déterminer l'ordre final, mais au moins eux sont transparents sur la procédure. De même que le JDD suit des critères manifestement arbitraires, le Ballon d'Or récompensait initialement un joueur européen jouant dans un club européen, ce qui a rendu possible l'incroyable. Bien qu'évoluant en Europe, Diego Maradona n'a jamais été sacré meilleur joueur de telle ou telle année. Et puis le Ballon d'Or est devenu mondial. Du côté de Miss France, certains critères de sélection étaient si arbitraires, par exemple être célibataire, ne pas être tatoué, avoir moins de 25 ans, mesurer au moins 1m70, qu'une action en justice a été intentée en 2021 et a poussé à l'abandon de certains d'entre eux. Aujourd'hui, c'est cette même jeune femme de 34 ans qui se tient debout devant vous afin de représenter la Martinique, sa diaspora, ainsi que toutes les femmes à qui l'on a dit un jour que c'était trop tard. De même que le classement du JDD est un vecteur à grande échelle de certaines valeurs, le Ballon d'Or semble avoir longtemps fait de même en récompensant l'aspect spectaculaire du jeu d'attaque et l'individualisme. Les gardiens de but ne sont presque jamais récompensés et les défenseurs encore moins. Malgré les précautions prises récemment par l'entreprise Miss France, il reste difficile de ne pas voir ce concours de beauté autrement que comme un vecteur de stéréotypes qui reste sexiste puisque 95% de la dernière émission consistait en des chorégraphies qui mettaient en scène physiquement le corps des femmes. Or, on sait quelle pression les stéréotypes physiques mettent sur les plus jeunes. Le critère de taille, mesurer au moins 1m70, est d'ailleurs toujours là, et inexplicable sinon par une référence aux normes du mannequinat. Enfin, de même que le JDD a, malgré lui, mis en avant surtout des hommes, ce pourquoi il a été paritaire entre 2019 et 2022, France Football a fini par créer un Ballon d'Or féminin en 2018. Il serait bien d'avoir toujours à l'esprit, il me semble, que certaines grandes institutions actuelles, entre guillemets, furent d'abord de simples produits culturels ou marketing, par nature arbitraire, et seulement plus tard ont prétendu représenter bien plus que, en fait, les choix de leurs organisateurs. Le saviez-vous ? Faute d'avoir réussi à faire bouger les lignes des stéréotypes sur ces dernières années, le concours de Miss Pays-Bas a pris fin et l'événement s'est transformé maintenant en une plateforme dédiée à la santé mentale et aux récits positifs. Dans les 30 premiers du classement 2024, on trouvait 28 chanteurs, acteurs, sportifs et animateurs. Qu'est-ce que cela dit de ce classement et de ses ambitions ? Je trouve personnellement que ça manque de savants, d'artisans, de militants, de peintres, de personnes qui laisseront leur nom véritablement dans l'histoire. Le top 50 des personnalités préférées des Français, organisé par le JDD, pourrait-il évoluer afin d'éviter de donner l'impression d'une forme d'auto-validation des médias par les médias, comparable à, selon certains, une escroquerie prenant la forme d'une propagande médiatique savamment orchestrée. Voilà quelques idées pour une évolution. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou venez protester tout simplement. À moins que, un peu comme aux Pays-Bas, il faille songer à mettre fin tout simplement à ce classement. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes intentions, je n'ai pas voulu dans cette vidéo mettre le JDD et son top 50 de personnalités au pilori, non, j'ai voulu porter un regard critique sur les étapes qui mènent à un résultat qui est partagé sans recul par les médias alors qu'il est plus que discutable. Mais je ne vois pas pourquoi je considérerais mes goûts comme meilleurs ou plus objectifs que ceux des autres. Alors s'il vous plaît, ne m'attribuez pas cette intention parce que j'ai été critique avec le top 50 du JDD. Non, si j'ai procédé de la sorte, c'est pour des raisons purement méthodologiques. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'esprit critique, qui n'est pas une approche négative du monde et des humains, mais une approche analytique très prudente des choses et des discours, dites-vous que je n'ai fait là qu'appliquer certaines bases ordinaires de cette méthodologie, et que je ne suis pas du tout spécialiste de l'analyse des médias. Mais en vérifiant les prétentions, en listant les problèmes, en prenant connaissance des erreurs de n'importe quel produit médiatique avec un minimum de méthodologie, il est possible à tout un chacun d'en cerner mieux les limites et, par conséquent, d'en exiger la remise en question s'il le faut. En somme, j'espère vous avoir donné matière à réflexion. Si vous voulez en savoir plus sur ce que peut être ce mystérieux esprit critique, alors je vous propose de visiter plusieurs chaînes qui y sont plus ou moins consacrées et dont les noms s'affichent maintenant à l'écran. Pardon d'avance à celles que j'ai oubliées. Pour cette année 2025, plusieurs projets critiques sont en cours d'élaboration sur la chaîne, certains en lien avec mon travail habituel, puisque je suis un ex-astrologue devenu sceptique, je vous laisse consulter la playlist qui s'affiche en haut à droite pour plus de renseignements, et d'autres sur des sujets très différents.
Dans les semaines qui viennent, je mettrai en ligne les 3 conférences consacrées au zodiaque que j'ai données en novembre dernier aux rencontres de Ciel et Espace. Très bientôt surtout, je vous proposerai un entretien avec une invitée qui nous parlera de sa démarche surprenante. Comment proposer du bien-être rationnel, c'est-à-dire sans ésotérisme. Si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous bien sûr. Si vous souhaitez encourager ce genre de grosses enquêtes, alors quelques types font vraiment toute la différence et accéléreront mes productions. Tous les liens sont en description et je vous remercie d'avance. À bientôt sur Astro 7.